Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Zeddy, je suis pédicure podologue et je suis depuis maintenant un peu plus d'un an et demi chef de projet en cancérologie à l'Institut Curie et je suis chargée de recherche sur les toxicités générées par les chimiothérapies et les traitements anticancéreux. Voilà. Donc, l'objectif de cette présentation, elle est de vous présenter les deux formations que je présente à Connaissance et Évolution. Et vous allez voir que ce que j'ai voulu dans ces formations-là, c'est essayer de mettre en avant la profession de pédicure podologue et de montrer l'interaction possible avec d'autres professionnels de santé. Et donc, je vais vous présenter les objectifs finalement de chacune des formations et les intervenants et le pourquoi de ces intervenants dans ces formations. Alors là, l'idée, c'est que j'ai regroupé dans ce même topo les deux formations et s'il y a des questions, je pense qu'on fera tout à la fin pour que ça soit le plus clair possible pour tout le monde. Alors, la première formation que j'ai envisagée, c'est la première formation qu'on a faite avec Connaissance et Évolution. Et je remercie encore Sylvie Philippe de me faire confiance sur ce beau projet. Elle est née d'un constat, puisque il y a quelques années, j'étais d'abord dans un service de cancérologie. On m'a demandé d'intervenir au sein d'un service. Et puis finalement, s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de toxicité qui étaient gérées du mieux qu'elles pouvaient par des infirmières. Et puis, du coup, on gérait comme on pouvait et puis on faisait de bidouilles. Et puis, on s'est dit que pourquoi pas le pédicure podologue pouvait intervenir. Et force est de constater que ça fonctionne bien parce que je continue, moi, à avoir ma consultation une journée par semaine au sein de l'hôpital. Et je trouve que ça permet de mettre une certaine dynamique et j'aimerais partager cette dynamique pour que vous puissiez faire la même chose vous en ville. On pense que le podologue, il est un peu exclu du parcours de soins du patient atteint de cancer et je pense que c'est vraiment une idée complètement fausse. Déjà, il faut que vous preniez bien conscience que plus il y aura d'acteurs de santé dans le parcours de soins du patient, plus vous sécuriserez le patient. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est dans une dynamique où les traitements anticancéreux sont de plus en plus en ambulatoire, avec des traitements péros, et où les patients viennent finalement que tous les 3 mois à l'hôpital, et que pendant ces 3 mois, le patient gère son traitement de manière orale, ou bien quand il doit venir pendant les 3 mois en hôpital de jour. Quand je dis 3 mois, c'est un rendez-vous avec l'oncologue pour faire un point avec l'oncologue. Bien évidemment, il vient avant les 3 mois. Mais dans les traitements péros, les seules personnes qui vont pouvoir prendre en charge ce patient, c'est les intervenants de ville et donc vous. Je pense qu'il faut aussi arrêter de croire que les gens à l'hôpital ne sont pas des gens accessibles. Et nous, à l'hôpital, on aime toujours avoir un lien qui nous permet de faire un relais. On essaye de faire moins venir le patient à l'hôpital et on essaye de compter de plus en plus sur les intervenants. La formation podologie et cancer qu'on a créée, je l'anime en binôme sur une demi-journée avec un médecin cancérologue. Et l'idée, c'est que je voulais que vous preniez conscience que le cancérologue a besoin de vous, pédicure podologue, pour pouvoir prendre en charge ses patients. Le cancérologue, c'est le spécialiste du cancer, c'est le spécialiste de la molécule qui va administrer à son patient, mais ce n'est pas le pro de l'effet secondaire. Donc là-dessus, plus vous allez lui apporter votre expertise, plus il sera content. L'objectif d'avoir ce médecin cancérologue avec nous, c'est de pouvoir vous familiariser un petit peu avec la terminologie, de vous familiariser également avec les types de molécules qui existent, les différentes classes de traitement et les différents effets secondaires qui vont pouvoir induire. On finit souvent la matinée par des questions et que vous vous posez. Il n'y a pas de questions qui sont des questions entre guillemets bêtes. C'est bien de pouvoir clarifier certaines choses et du coup, je trouve ça assez bénéfique.
L'autre partie, c'est de faire de la pratique, c'est-à-dire de faire des mises en situation, de pouvoir retravailler certaines techniques d'appareillage pour que vous puissiez finalement avoir tous les outils pour une mise en pratique immédiate et que ça soit facile dans votre cabinet. Alors, quand vous sortez de cette formation-là, vous avez tendance à me dire, oh là là, les molécules, elles sont compliquées, mais une fois qu'on comprend un petit peu le fonctionnement global, c'est plus facile pour vous. Alors, on essaye de faire des fiches de synthèse, on a des protocoles et on essaye d'adapter au maximum en fait les pratiques pour que ça soit très ludique. J'ai également une petite partie du cours que je consacre au conseil dermocosmétique parce que ça a tout son sens de pouvoir aussi adapter les conseils d'hydratation de la peau en fonction de chaque type de patient. Il y a des patients pour qui vous avez bien l'habitude que quand les oncologues, les médecins généralistes prescrivent des dermocosmétiques, ils repartent tous avec leurs ordonnances de Dexéril. Des fois, on est bien certain que la peau va bien se dégrader en continuant ce type d'hydratation. Et donc, il va falloir adapter finalement les conseils par rapport à chaque type de peau et puis à chaque patient, bien évidemment. Les objectifs de la formation, du coup, il y en a 5, mais on pourrait en donner quelques autres. Mais en premier, je pense que c'est d'acquérir des connaissances en cancérologie. Le but, ce n'est pas que vous deveniez cancérologue. Le but, ce n'est pas que vous deveniez des pros de la cancérologie. Le tout, c'est de savoir si, quand vous avez un patient qui vient en cabinet et qui a un traitement, est-ce que oui ou non, vous êtes susceptible de rencontrer des effets secondaires podologiques. La plupart du temps, ce qui est aussi assez étonnant dans les formations, c'est que ça continue à être des informations qui vous semblent tabous. Bon, votre patient, il a un cancer, on ne prend pas trop d'informations. Si, justement, ça a tout son sens. Quand vous avez un patient qui a un cancer, ça va être sa molécule pour vous, pour savoir si oui ou non il a ces effets secondaires-là. Mais oui ou non, vous allez devoir vous mettre en contact avec l'hôpital, avec une infirmière de l'hôpital, parce que vous verrez que dans des effets secondaires qui vont être graves, la seule façon que vous pourrez avoir pour que ça s'améliore en plus de vos soins locaux, ça sera une pause ou une diminution du dosage. Et ça, bien évidemment, ce n'est pas vous en ville qui allez décider ça, mais si vous n'interagissez pas, et si vous n'alertez pas l'hôpital pendant les intercures en disant « Attention, votre patient a une toxicité, je pense qu'il faut faire quelque chose », on ne pourra pas le savoir et du coup, ça risque de s'empirer. Et en s'empirant, les pauses risquent d'être de plus en plus longues. Donc, attention là-dessus, c'est aussi important et vous avez votre rôle à jouer. Le deuxième objectif de cette formation, c'est ce que je vous disais, c'est sécuriser le patient en cancérologie pendant les intercures, assurer une interface entre la ville et l'hôpital, mais également entre les différents acteurs de santé, en libéral. Je pense aux médecins généralistes, je pense à l'infirmière libérale, et puis vous en pouvez en rajouter plein d'autres. Prévenir les effets secondaires podologiques. Alors ça, c'est votre patient qui vient d'avoir une annonce et puis qui risque des effets secondaires, qui vous demande des conseils, et vous, il va falloir adapter finalement votre consultation et votre prise en charge par rapport à son traitement. Limiter les effets secondaires sévères, on va essayer d'avoir des grades de sévérité qui vont être minimes, entre 1 et 2, pour éviter les grades sévères. Quand je dis 1 et 2, ça correspond à la classification internationale des effets secondaires. C'est une classification que vous pouvez très facilement trouver sur Internet. Il y a une version française qui existe. Alors, ça s'appelle la NCY, donc NCI CTCAE. La version française, c'est la version 4.0, mais vous pouvez vous arrêter à celle-là. On en est à la 5.0 à l'heure actuelle, qui est que en anglais, mais globalement, il n'y a pas de grosse différence sur les toxicités cutanées. L'idée, c'est pareil, c'est que quand vous allez correspondre avec votre médecin oncologue ou avec l'infirmière, ça va être d'utiliser la même classification que lui. C'est-à-dire que par rapport à l'effet secondaire que vous regardez, lui dire que c'est un grade 1, si vous lui dites ça, globalement, il considérera que ce n'est pas grave et que ça peut attendre la venue prochaine du patient. Par contre, si vous arrivez à un grade 3, on avancera certainement
la venue du patient à l'hôpital pour pouvoir nous aussi évaluer et pouvoir agir sur la prescription du traitement du patient. Dans la prévention des effets secondaires podologiques, ça va être des soins de pédicurie, comme ça peut être des semelles orthopédiques, comme ça peut être des conseils d'hydratation à adapter. Les connaissances en cancérologie, c'est ce que je vous disais, la terminologie, un petit peu de santé publique. C'est toujours intéressant de connaître les évolutions finalement dans les chiffres. Les différents types de traitements, pareil, là aussi, l'idée, c'est pas que vous deveniez des pros du traitement du cancer, mais de pouvoir aussi être un acteur supplémentaire dans les conseils à apporter à vos patients. Il y a des patients qui vont sortir d'une consultation avec le médecin où ils vont avoir été très stressés par l'annonce et qui finalement vont avoir plein de questions à poser et qui vont peut-être se dire vous êtes acteur de santé, vous allez peut-être pouvoir les renseigner et vous allez pouvoir les rassurer. Molécules, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec des indications, des effets secondaires, la classification. Et puis après, on va faire un focus sur les effets secondaires cutanés et podologiques. Alors, je ne vous ai pas décrit les différentes toxicités qui étaient présentes sur les différentes slides précédentes. Là, si on regarde la photo, ici, on est avec une patiente qui a un cancer du sang, qui est traité par taxane. Et là, vous avez une dyschromie inguinale, donc un hématome sous-inguinal à ce niveau-là. Et vous voyez tout le pourtour avec un périonyxis hyper important. Bon, c'était bien évidemment énormément infecté, mais ça, c'est un effet secondaire du traitement qui, pour le coup, là, a demandé une antibiothérapie. C'est pas ce qu'on recommande systématiquement, mais là, la pauvre, elle avait tellement mal et c'était tellement infecté qu'il fallait mettre une antibiothérapie Péros pendant quelques jours pour améliorer l'état cutané. Si on revient un petit peu en avant pour la photo, ici, vous avez une paronychie. Donc, la paronychie, c'est finalement une inflammation du pourtour périinguinal qui pourrait vous faire penser à un ongle incarné. Alors là, je ne vous ai pas mis la plus significative. Là, on est chez une patiente qui est dans un cancer du sang qui est métastatique et qui a un anticorps monoclonal qui s'appelle le Perjeta. Et là-dessus, ce Perjeta, en fait, il fragilise énormément l'ongle. Et donc, en se fragilisant, il se casse et crée une lésion. Là, on vient de tester une petite technique avec une dermatologue pour essayer de faire de la phénolisation chez certains patients présentant des paronychies. Là, on est à plus de 3 semaines de l'opération du patient en question. L'évolution est plutôt favorable. Maintenant, on n'a pas encore suffisamment de recul pour pouvoir voir si c'est significatif ou pas significatif et si on va pouvoir continuer à faire ça. Mais ces patients-là, c'est des patients qui ont ces bourgeons. Et ne soyez pas déçus quand vous voyez ces patients sur l'évolution, parce que ces patients, la paronychie, finalement, va systématiquement rester une fois qu'elle est installée, tant que le patient continue à avoir son traitement. Ça veut dire que nous, ce qu'on va attendre, finalement, ce n'est pas la disparition complète de l'effet secondaire, mais d'avoir un grade 1 minime qui ne fasse pas mal et qui puisse ne pas générer d'altération sur la qualité de vie du patient. Donc, ne soyez pas déçus si ça ne marche pas. On est habitué à ce que ça persiste tant qu'il y a un traitement. Je reviens à la suite sur la prise en charge des effets secondaires. À gauche, on avait tenté des blocages de courbure sur les paronychies il y a quelques années. Ça fonctionnait plutôt bien. Je le fais de moins en moins à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que ça implique que le patient revienne finalement plus fréquemment que ce que je voudrais. Et l'efficacité est moindre qu'avec l'utilisation d'autres topiques, type dermocorticoïdes, etc., etc. Du coup, on a un petit peu changé finalement notre orientation de prise en charge. L'avantage d'être à l'hôpital, c'est que la gestion de la douleur, on arrive à la gérer. Les prescriptions de dermocorticoïdes, on a un médecin prescripteur juste à côté. Donc là-dessus, ça nous facilite énormément la tâche.
Pour exemple, les paronifines, on les traite soit sous xylocaïne, on le traite éventuellement sous méopa et on a même fait quelques tests sous hypnose. Le meilleur résultat, c'était xylocaïne et méopa pour le coup. Les semelles orthopédiques, on va pouvoir les avoir en prévention et en action dans la prise en charge du syndrome main-pied que vous avez vu dans la première diapositive, c'est-à-dire qu'on va avoir une hyperkératose et une inflammation des hyperkératoses au niveau de la face plantaire du pied. L'idée, c'est de pouvoir soulager le patient, en plus des conseils de limitation des facteurs favorisants aux patients. Juste comme ça, si je dois vous donner un petit conseil très rapide, dans vos semelles orthopédiques, il y a un des traitements qui s'appelle la capecitabine ou le Xeloda qui génère un syndrome main-pied diffus. La dernière hypothèse qui a été relatée dans les dernières publications, c'est que le produit pourrait passer par les glandes sudoripares et du coup la transpiration activerait finalement activerait finalement l'atteinte plantaire par la capecitabine. Donc on essaye de limiter au maximum la transpiration et attention du coup au recouvrement que vous allez utiliser pour ne pas favoriser cette hypertranspiration. La photo de droite, on est dans le cas de patientes qui ont un cancer du sein, mais on peut aussi l'avoir chez des patients hommes, cancer de prostate métastatique, où on a des onychoptoses. Alors ça, les patientes, surtout en cette période début estivale, quand il y a une onychoptose comme ça, c'est hyper problématique parce que c'est des patientes, l'onychoptose, elle arrive tardivement, elle n'arrive pas tout de suite à la fin de la chimiothérapie, elle arrive en décalage. Et du coup, les patientes se disent qu'une fois les traitements terminés, finalement, les effets secondaires s'arrêtent. Et là-dessus, c'est la grosse déprime quand l'ongle vient à tomber, qu'on arrive au mois de juin et qu'il faut mettre des chaussures ouvertes et qu'on n'a plus d'ongles. Donc là-dessus, les onychoplasties ont leur rôle dans un but esthétique, mais aident énormément à la repousse. Donc, je vous invite à le faire. Autre petit conseil comme ça, utilisez des résines souples. Limitez au maximum tout ce qui est résine, type paladure, parce que l'ongle est vraiment très très fragile et plus vous mettrez quelque chose de très très dur dessus, plus les contraintes seront importantes et plus vous risquez de faire mal à votre patient. Si on doit faire une petite synthèse finalement sur l'action de la pluridisciplinarité, vous voyez que votre patient il est au centre, que beaucoup d'acteurs de santé interagissent avec lui. Alors j'en ai mis 3. Mais on pourrait ajouter la diététicienne, on pourrait ajouter un coach sportif, on pourrait ajouter un médecin de la douleur, on pourrait rajouter plein d'intervenants. L'idée est que le pédicure-podologue intervient dans cette interdisciplinarité et que, bien évidemment, on a une interaction avec le patient, mais vous devez également avoir une interaction avec tous les autres acteurs de santé pour pouvoir être bénéfique à votre patient. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Voilà pour la première formation. La deuxième formation qu'on a créée, c'est un peu la dernière, la petite dernière, où là, on a essayé de travailler sur la prise en charge des plaies. La prise en charge des plaies, on peut être amené à avoir des plaies complexes, notamment dans le pied diabétique. Et il me semblait intéressant que on reprenne aussi des notions de diabète, de diabéto, mais aussi des notions de cicatrisation. C'est pour ça que j'ai décidé, et on a décidé, de faire une formation pluridisciplinaire avec 3 professions différentes. Donc, avec moi, podologue, il y a une infirmière qui travaille avec moi dans l'unité de recherche de plaies et cicatrisation, qui intervient au niveau de la cicatrisation des plaies tumorales. Et on a un médecin diabétologue qui intervient une demi-journée. L'idée, c'est qu'on refasse aussi un point sur le diabète, sur les différents types de diabète, sur les insulines, sur le fonctionnement d'une insuline, sur comment on resucre un patient, pour que là aussi, vous soyez un acteur qui puisse aussi interpeller finalement le patient quand il a des questions par rapport à son diabète, quand il a des questions par rapport à une mauvaise évolution d'une plaie. Voilà.
On a aussi donc théorie, pratique. Et dans la pratique, on va travailler sur les différents types de pansements, donc les hydrocolloïdes, les hydrocellulaires, les alginates, les hydrofibres, et de voir à quel moment, finalement, on va utiliser plutôt un hydrocellulaire plutôt qu'un alginate en fonction de chaque stade de cicatrisation. On va également, et ça, vous ferez ça avec les infirmiers, infirmières de plaie cicatrisation, je trouvais intéressant que vous travailliez sur finalement la mise en place de bandes de contention. Non pas que ça soit notre travail, mais force est de constater que quand les patients arrivent à l'hôpital, bah, des fois, ils ont leur bande de contention. Bah, c'est pénible d'avoir des bandes de contention, mais alors c'est d'autant plus pénible finalement que s'ils les portent et qu'elles n'ont aucun intérêt. Donc voilà, donc on a fait un petit point sur les bandes de contention, à élasticité longue, courte, enfin, les indications des uns et des autres, pour que vous puissiez finalement vérifier si la contention est plutôt bien faite chez ce patient-là. Et si ce n'est pas le cas, de pouvoir refaire des points avec les infirmiers libérales ou infirmières libérales, infirmiers, enfin tous les autres acteurs de santé. Et on a également une démonstration, et vous le faites également en binôme, sur la prise de l'index de pression systolique. Cet index de pression systolique, c'est pareil. C'est quelque chose que vous n'allez pas forcément faire en cabinet, mais c'est une chose qui est indispensable à faire chez certains patients, et notamment les patients qui présentent des ulcères et des ulcères de jambes. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez certainement, les ulcères, vous avez des ulcères veineux, vous avez des ulcères mixtes et vous avez des ulcères artériels. Quand vous allez voir un ulcère, la première chose, ça va être clinique, c'est-à-dire si c'est douloureux, si ce n'est pas douloureux, si c'est petit, si c'est grand, si c'est profond, si ce n'est pas profond. Mais si vous voulez avoir une chance que votre ulcère cicatrise, il faut qu'il y ait toutes les bonnes conditions pour que cette cicatrisation se fasse correctement. Ça veut dire qu'un ulcère veineux, pour que ça cicatrise correctement, il faut que le retour veineux se fasse bien, et dans ces cas-là, vous avez l'usage de bandes de contention. Mais là où il faut être hyper vigilant, c'est qu'un ulcère artériel ou un ulcère mixte, il va falloir que vous arriviez à définir finalement la part d'artériel par rapport à la part de veineux. Je m'explique. Si vous avez un patient où vous avez une prédominance artérielle, si vous mettez des chaussettes de contention, bah vous allez à l'encontre de la cicatrisation et vous risquez plus de dégâts plutôt que d'autres choses. Pareil, pour une plaie distale au niveau du pied, bah si vous avez aucun contrôle de ce qui passe pas au niveau des extrémités, bah vous risquez de compromettre l'évolution de la plaie. Avant même de faire l'IPS, vous pouvez avoir quelque chose de plus simple qui sera juste d'utiliser un échodoppler portatif. Finalement, c'est quelque chose que vous pourriez avoir en cabinet, qui ne coûte pas forcément très cher, mais qui a tout son sens pour aller voir la circulation au niveau artériel des pieds. Pareil, là-dessus, on essaye de vous donner tous les outils pour une mise en pratique immédiate en cabinet. Les objectifs de la formation, bah, c'est actualiser ses savoirs sur la peau, la cicatrisation, découvrir pour certains les différentes classes de pansement et leurs indications, améliorer la prise en charge du patient diabétique bien évidemment et développer de nouvelles stratégies thérapeutiques face à la complexité de plaies chroniques. Alors la plaie de gauche, je pense qu'elle ne vous interpelle pas. La photo de droite, c'est la résultante des grèves des gilets jaunes, où vous avez une patiente finalement qui, pour des raisons X, Y, ne pouvait plus prendre les transports, elle marchait. Son diabète était déséquilibré. On s'est retrouvé avec 3 plaies catastrophiques, aucune décharge, finalement prise en charge par son médecin généraliste pour son diabète. Bien évidemment, des patients comme ça nécessite une hospitalisation en urgence pour rééquilibrer le diabète et pour éviter que ça ne s'aggrave et qu'elle puisse conserver son pied. Donc là, voilà le point idéo référente. Donc là-dessus, c'est les infirmiers en plaie cicatrisation
qui vous font cette partie-là. Ils vous font également un point sur la thérapie à pression négative, aussi appelée VAC, un point sur les greffes de peau et les lambeaux qu'ils rencontrent tous les jours à l'hôpital à la suite d'opérations et de mastectomie. On refait aussi un point sur les nouveautés. Notamment, il y a souvent des questions sur comment on fait pour favoriser la cicatrisation, quid du miel, hein, ou faut éviter de leur poser cette question-là parce qu'ils n'aiment pas trop. Mais sinon, voilà, ils ont plein d'idées. C'est une équipe qui est très dynamique en termes de recherche en cicatrisation. Et du coup, dès qu'ils peuvent vous faire un point nouveauté, ils le font avec plaisir. La diabétologue, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On refait un point sur les types de diabète, les complications du diabète et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle vous donne aussi une conduite à tenir en cabinet sur quand vous découvrez finalement une plaie, que le diabète est déséquilibré, qui appeler, quels sont les signes d'alerte qui doivent vous faire dire on l'envoie aux urgences et pas chez le médecin généraliste. Dans différentes formations, on a toujours les gens qui malheureusement sont isolés avec très peu de professionnels de santé. On essaye de trouver des solutions avec eux pour pouvoir leur proposer des réseaux pour que leurs patients puissent être mieux pris en charge. Les différentes prises en charge, on a les orthoplasties de comblement d'orteils qui sont hyper bénéfiques pour les patients. Alors, on essaye de faire des choses pas trop invasives, pas trop agressives, mais là-dessus, en post-amputation, une fois que c'est cicatrisé, ça fonctionne bien. Et je vous invite à essayer. Les semelles orthopédiques, bien évidemment, mais pas seulement. Encore une fois, on retrouve le même schéma que tout à l'heure, où le patient est au centre d'un système interdisciplinaire entre médecins, podologues, infirmiers, diététicienne, encore une fois, et n'hésitez pas à appeler les diabétologues, à demander conseil pour pouvoir mieux prendre en charge ces patients. S'il y a des questions, bien évidemment, j'y réponds avec grand plaisir. Et puis, on espère vous voir sur les prochaines formations à venir, qui seront au mois d'octobre pour podologie et cancer et en novembre pour plaie et cicatrisation. Merci beaucoup, parce que c'était vraiment passionnant et on oublie un petit peu tout ce qu'on peut apporter dans la prise en charge de nos patients. Je ne sais pas. Ah si, il y a des questions. Alors, on y va. À qui est ouverte la formation? À quelle population ça s'ouvre? Alors, c'est aux podologues. On peut avoir d'autres types de professionnels de santé. Moi, ça ne me dérange pas du tout, mais l'idée, c'est qu'on l'axe sur les podologues. C'est ça la question? Ouais. Oui. Est-ce que du coup, il y a une notion de pluridisciplinarité? Est-ce que c'est ouvert à seulement la population podologue ou pas? C'est au podologue, mais l'idée de pluridisciplinarité, c'est justement de montrer que d'autres professionnels de santé peuvent intervenir et que les podologues sont les bienvenus auprès de nos confrères autres professionnels de santé. C'est le message que je voulais faire passer surtout. Hop, je vais ouvrir ça. Ça marche. Prise en charge des plaies, est-ce que, si vous évoquez les appareillages, j'avais une question par rapport, je crois, c'est podologie et cancer où tu fais un blocage de courbure résine, Ouais. les Parodoniki. Ouais. Est-ce que les orthonixie fil titane ont été testés? Non. D'accord. Non, elles n'ont pas été testées. En fait, l'idée, c'est pas forcément de réaxer la courbure de l'ongle. L'idée de la parodontie, qui est plutôt chouette, c'est que on s'est rendu compte qu'en créant une épaisseur et en allant plutôt assez loin au niveau du sillon, en fait, on écartait juste en fait le sillon de l'ongle
et du coup, ça permettait en fait de permettre une meilleure cicatrisation. Mais en aucun cas, en fait, on fait ça pour réaxer ta courbure d'ongle. On ne joue pas sur la courbure, on donne juste un petit peu de renfort pour pas que ça Exactement, casse. D'accord. exactement, tout à fait. Ok. Existe-t-il un listing des podos formés afin de réorienter si besoin dans la vie spécialisée? Je vous En quoi? conseillerais, En podologie et cancer ou en plaie cicatrisation? je pense les deux. Voilà. Alors, en podologie et en cancer, c'est en cours, hein. On avait déjà commencé à travailler avec Sylvie sur le référencement justement des gens qui avaient suivi la formation. Mhm. Après, on n'a pas de référentiel à proprement parler pardon, qui existe, hein. Mais c'est un projet qui est en cours de réflexion. D'accord. Ou peut-être éventuellement dans un premier temps, d'attendre que cet annuaire soit créé, peut-être prendre contact auprès de l'administratif connaissance évolution pour savoir qui est venu Exactement. et auprès de qui renvoyer. Alors, ce qu'on essaye de faire, enfin là, c'est un truc que le confinement a permis, c'est qu'on a créé pendant le confinement des lettres de liaison qu'on remettra en fait. Alors, moi, je travaille à l'Institut Curie, donc ça sera le fonctionnement qu'on fera nous de Curie, c'est de faire des lettres de liaison finalement entre nous, l'hôpital, et les podologues de ville. D'accord. Faire le pont entre les deux. Ouais. Ok. J'ai vu qu'il y avait un interdigital sur une des photos. Du coup, c'est du short 10 C'est du blanc rosé, ouais. ou du blanc rosé. Il n'y a jamais de short plus important. On Non, reste sur des shorts assez non. bas pour. Non, non, là, enfin, vraiment, quand j'étais en diabéto, l'idée, c'est qu'on le fasse vraiment très, très rapidement en post-op. Donc, une fois que la cicatrisation était quasiment acquise, finalement, tout de suite, pour éviter, en fait, une déviation des orteils voisins pour combler, en fait, le manque. Oui, évidemment. Ok. Je ne sais pas. Écoute, s'il n'y a pas plus de questions, je te remercie, Eddy. C'est vraiment Eh très ben, intéressant. merci. Merci à vous tous. Au plaisir de se retrouver à l'occasion. Avec grand plaisir.